Bonjour tout le monde, bienvenue au tout premier épisode du balado Cette semaine à l'école. Je m'appelle Carlo Coccaro, papa de 3 garçons, entrepreneur social en éducation depuis 20 ans, marié à une enseignante et fondateur de Grand Possible. Chaque semaine, on va prendre un moment ensemble pour parler de l'école autrement. L'actualité, les enjeux, l'inspiration, mais au-delà de la nouvelle, des pistes concrètes pour améliorer la vie des élèves, des parents et de toute l'équipe école. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a tous un lien avec l'école. Quand on y pense, là, on y est allé, on y travaille, on y envoie nos enfants. Mais c'est chacun d'entre nous qui a un rôle à jouer dans ce que va devenir l'école de demain. Alors merci d'être à l'écoute. Votre curiosité, vos questions, vos partages, c'est ça qui peut faire une différence. Parce que oui, l'avenir de l'école, c'est trop important pour se contenter du minimum. Il faut de l'ambition pour nos enfants. Puis la force du réseau, au fond, c'est son monde. Le plan de match à chaque semaine est simple. On fait une revue de l'actualité et on creuse un thème important en détail avec mon co-animateur ou ma co-animatrice. Par la suite, on fait une entrevue avec quelqu'un qui devient, le temps d'une journée, ministre de l'Éducation. Et cette semaine, notre ministre de l'Éducation sera nul autre que le comédien et animateur Joël Legendre. Alors, on commence ça maintenant. Cette semaine à l'école est une présentation des parcours parents exclusifs à aidersonenfant.com, la ressource la plus utilisée dans les écoles du Québec pour outiller les parents avec bienveillance. Merci d'être ambitieux et de croire à l'importance de parler d'éducation autrement. Découvrez la plateforme sur aidersonenfant.com. Pour ce premier épisode, je suis très heureux de recevoir comme co-animateur une figure incontournable de l'éducation au Québec. Égide Royer. Il est psychologue, spécialiste de la réussite scolaire. Son expertise en adaptation et en réussite éducative est reconnue internationalement. Il a été éducateur spécialisé en centre jeunesse, professeur-chercheur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval et il cumule les honneurs. Prix de l'Ordre des psychologues du Québec en 2016, membre émérite de l'Ordre d'excellence en éducation en 2022 et plus récemment, 2025, docteur honoris causa de l'Université d'Ottawa pour sa contribution majeure à l'éducation au Québec et en Ontario. Égide, bonjour. Tellement heureux de te retrouver comme co-animateur pour ce premier épisode du balado. C'est un plaisir réciproque. Il faut que je te demande, quand je t'ai présenté ce projet-là il y a quelques semaines, sans hésitation, tu as dit oui, ça m'intéresse. Pourquoi? Ah, j'ai même dit oui, j'ai même dit enfin. On va se retrouver dans un genre d'environnement pour être en mesure d'indiquer les grandes priorités en éducation, les grands succès en éducation, les grands défis, mais y aller d'une manière non, comment je dirais, non orientée en fonction des groupes d'intérêt, mais davantage orientée en fonction des jeunes eux-mêmes, des besoins des enseignants et des besoins des parents aussi. Pour le premier épisode, c'est pas un hasard, c'est la rentrée scolaire. Cette année, c'est plus d'1 million d'élèves, 1,1 million d'élèves qui retrouvent les bancs d'école, près de 150 000 personnels scolaires aussi. Puis c'est pas une rentrée idéale pour tout le monde. Les nouvelles règles, le vouvoiement, l'interdiction du cellulaire, stress, difficultés, troubles d'apprentissage, santé mentale et j'en passe. Les défis sont grands à gauche et à droite. Et on va tout de suite commencer à parler de ça dans notre segment, le bulletin de nouvelles. À toi l'honneur de commencer. Égide, de quoi tu veux nous parler qui a retenu ton attention cette semaine? Ce qui vient tout juste de retenir mon attention, c'était deux chercheurs australiens qui sont venus au Canada il y a quelques mois faire une évaluation des systèmes éducatifs de manière à rapporter des solutions chez eux en Australie pour améliorer leur système d'éducation. Et ils ont publié directement dans le rapport, c'est un rapport de 100 pages, le système éducatif du Québec est un système à ne pas copier, à ne pas reproduire. Autant ils ont louangé l'Ontario, autant ils ont critiqué le nôtre. Et ça suscite vraiment des réactions présentement sur toute la question de l'école à 3 vitesses qu'eux-mêmes ont considéré comme étant vraiment problématique là, dans notre système à nous autres. Moi, ce qui a retenu mon attention, Égide, à l'international, des études ont montré que, on le sait, l'intelligence artificielle prend de la place partout, puis ça va vite. Mais nos jeunes aussi interagissent déjà depuis quelques années avec l'intelligence artificielle. Et il y a des chatbots, là, des moteurs de conversationnels d'intelligence artificielle de Meta, la maison mère de Facebook, qui ont eu des propos sensuels, à la limite de la sexualité, avec des mineurs de 8, 10, 12 ans, ce qui pose évidemment des gros problèmes et des enjeux de sécurité de ces jeunes-là. Puis ça montre le manque d'encadrement de ces ressources-là. Comme parents, c'est extrêmement difficile à contrôler. Il y a d'immenses enjeux. L'encadrement est essentiel pour protéger nos jeunes. Et cet exemple-là le démontre très bien. Mon autre nouvelle, c'est qu'on se préoccupe beaucoup là, de cette question-là de pénurie d'enseignants. Il y a une très grosse étude qui est sortie vers le CRIFP, qui est un centre de recherche sur la condition enseignante. Écoute bien ça. On se retrouve présentement avec 40 % moins de monde que dans le passé qui s'inscrivent pour devenir enseignant.
quand ils sont rentrés dans leur baccalauréat pour devenir enseignants, 45 en moyenne, dans certains cas c'est pire, décrochent dans le cours du bac. Et ceux qui par la suite réussissent quand même à avoir le baccalauréat, j'ai un 30 qui abandonnent dans les 5 premières années de carrière. Finalement, moi, la dernière nouvelle d'actualité qui m'a interpellé, qui date d'il y a 2 semaines à peu près, c'est la ministre Derry, la ministre québécoise de l'enseignement supérieur, qui a annoncé des guides, c'est un peu flou, là, des guides, une notion vague d'encadrement, encore là de l'intelligence artificielle, au collégial et à l'universitaire. Le gros problème que je vois avec ça, en fait, c'est que c'est zéro structurant. Il n'y a pas du tout d'argent en formation, en accompagnement de ces milieux-là. Il n'y a pas de règles non plus qui structurent comment les cégeps et universités doivent utiliser ou non utiliser ou encadrer l'intelligence artificielle. Et je veux simplement dire, l'intelligence artificielle, c'est transformationnel pour la société. On n'a rien vu encore. Donc, c'est important de bien encadrer, de bien outiller les adultes et les jeunes, autant au niveau cégep universitaire qu'au niveau primaire et secondaire. Puis j'ai l'impression qu'on va être 10 ans en retard avec ça. Pour conclure ce segment-là, on y va avec notre dorénavant traditionnelle étoile de la semaine, où on veut souligner un élément très, très positif. Quelle est ton étoile de la semaine, Égide? Moi, je suis astronome amateur, donc j'ai mes télescopes et tout ça. Donc moi, c'est plusieurs étoiles, c'est une constellation. Je veux saluer, comme étoile de la semaine au pluriel, les organismes communautaires qui, entre autres, depuis le mois d'août, même juillet, sont intervenus pour ramasser des sous et donner du matériel scolaire à des jeunes qui avaient de la difficulté comme telle à avoir ce type de matériel-là ou qui n'avaient pas les moyens de l'obtenir. Moi, de mon côté, je vais ajouter la notion un peu de « on efface et on recommence », un peu l'opposé de l'étoile de la semaine, mais avec une vision un peu positive, en nommant le ministre de l'Éducation pour ce qui s'est passé depuis le mois de juin. Puis je résume simplement, le 12 juin dernier, il annonce des restrictions budgétaires de 510 millions dans le réseau public et privé. Déjà après 200 millions de restrictions imposées en décembre 2024. Le ministre lui-même a fait on efface et on recommence. En mi-juillet, il fait un réinvestissement de 540 millions. Il faut plus faire ça. Mieux planifier, communiquer mieux et d'avance. Et ça, c'est peut-être là, on recommence la prochaine fois avec beaucoup plus de prévisibilité que ça pour le réseau. Égide, c'est tout pour notre tour de table de cette semaine. On se retrouve dans quelques secondes pour notre sujet du jour, un guide de survie de la rentrée. C'est la rentrée scolaire cette semaine, on ne peut pas ne pas en parler. Puis on a décidé de bâtir un guide de survie de la rentrée pour les parents, pour les enseignants, pour les directions, puis pour le ministère de l'Éducation aussi, de façon à avoir une année scolaire 2025-2026 de la meilleure qualité possible pour nos jeunes. Puis on va le faire avec 4 catégories. Pour le premier sous-thème, réussite scolaire, toi, Égide, tu dis, c'est pas tous les jeunes qui arrivent égaux à l'école en septembre. C'est un peu ma fierté, je ne sais pas si on peut parler ainsi, d'avoir introduit au Québec le terme glissade de l'été dans un de mes bouquins vers 2011. L'idée générale, c'est que quand je laisse aller mes jeunes de première année, par exemple, là, le 22 juin, tous mes jeunes, quand ils rentrent en septembre en deuxième année, ne sont pas nécessairement au même endroit. Certains ont continué à avancer, même au niveau d'habilité de lecture, mais certains ont perdu l'équivalent d'un mois ou de 2 mois d'apprentissage, ce qu'on appelle la glissade de l'été. Et là, l'importance que ça a, c'est que pour la rentrée scolaire, de tenir compte de cet élément-là devient une variable importante, là, au niveau de bien situer mes jeunes au niveau de la compréhension de lecture en deuxième année et même la possibilité d'intervenir assez tôt pour être en mesure de compenser cette glissade-là. L'autre élément que je veux amener par rapport à la réussite scolaire, il ne faut pas sous-estimer. Au contraire, il faut surestimer l'importance du lien adulte-enfant. Et l'idée, c'est de dire, concentrez-vous sur le lien enfant-adulte. Ça va vous servir. Ça devient un moteur et de motivation, et de confiance, et de bien-être de l'enfant et de l'adulte qui fait un monde de différence pour le reste de l'année scolaire. Et c'est tellement vrai que j'ai eu à donner plusieurs entrevues dans des situations où des enfants de première année avaient eu à vivre 5, 6 adultes différents dans les 3-4 premiers mois de l'année scolaire. Et on me posait la question, pensez-vous que ça a un impact? Enseigner ou la relation, appelle-le pédagogique si tu veux, c'est d'abord une relation interpersonnelle d'un adulte avec des enfants, si je prends l'exemple du primaire. Le deuxième bloc, Égide, va parler de santé mentale, de charge de travail. Santé mentale des élèves, des parents, du personnel et de charge de travail du personnel. Tout devient plus lourd quand on essaie de contrôler les élèves, quand on essaie de contrôler les enseignants. Le contrôle, là, c'est exigeant en temps, en énergie, et ça vient avec beaucoup de rétroactions négatives de la part des gens qui contentent de contrôler.
Ce que je veux dire par là, c'est, entre autres au niveau des enseignants et des directions, faites confiance aux élèves. Nos élèves là, sont brillants, sont intelligents, ils veulent passer des belles journées. Plus on essaie de les contrôler, je pense que plus ça nous revient négativement. Convenez de règles de classe avec eux, bâtissez des liens avec eux, faites-leur confiance, donnez-leur droit à l'erreur aussi. Les punir là, quand ils font des erreurs, peut-être un peu, mais pas tout le temps. Ça nuit. Vous allez voir, ils vont vous le rendre au centuple. Écoute, la question, c'est d'être capable, moi, enseignant ou moi, école, de créer un environnement prévisible, pas punitif, prévisible, chaleureux, où les relations interpersonnelles là, sont valorisées. Et ça devient extrêmement important au niveau de la réussite scolaire. L'autre élément, c'est qu'on en est rendu là. Autant on se préoccupe de la santé physique des jeunes à l'école, on fait de l'activité physique, on surveille de la nutrition, etc. Les systèmes éducatifs les plus avancés présentement ont donné une formation de base à tout leur personnel scolaire. Comment offrir des premiers soins en santé mentale. Pas de la thérapie, là. Mais écoute, le jeune, là, il est en 2e année primaire, sa mère a un diagnostic là, important là, qui met sa vie en danger, là, un cancer, quelque chose de genre. Le jeune se sent tout mal. Comment je peux intervenir, moi, comme adulte qui rencontre ce jeune-là à chaque jour en classe? Comment est-ce que je peux interagir de manière pertinente, là? Pas une question de faire de la thérapie, puis ça va être question d'avoir des bonnes interventions pour être capable de soutenir ces jeunes-là. Un enfant qui a de la misère en mathématiques, on va l'aider. Un enfant qui a de la misère avec son comportement, on va le punir. Les difficultés de comportement de nos jeunes, qu'ils aient ou pas de la violence verbale ou physique à l'intérieur, il faut les aider, ces jeunes-là. Il ne faut pas juste les punir, ça ne sert à rien. Ça aidera pas. Et c'est des jeunes, hein, c'est des enfants de 5, 10, 15 ans. Le cerveau est mature à 25 ans. Fait que des fois, nos jeunes, moi, j'ai un ado de 16 ans à la maison, puis des fois, je le vois quasiment comme un adulte. Là, je me dis, non, c'est pas un adulte, c'est juste un jeune de 16 ans. Aidons-le, aidons-les, nos jeunes. Quand on rentre dans cette mouvance-là, j'ai l'impression qu'on s'aide puis on aide plus les jeunes que quand on essaie de les punir pour le mauvais comportement. Et ce que tu viens de décrire s'applique tout particulièrement aux garçons qui sont davantage. 80 des suspensions, des expulsions au milieu scolaire, c'est des garçons. On pourrait y revenir, là, mais est-ce que ton commentaire est tout à fait pertinent par rapport à cette situation-là? Je dirais aux enseignants aussi, coupez des fois. Moi, je suis marié à une enseignante, là, puis il y en a beaucoup d'enseignants, enseignantes. Ils reviennent à la maison, puis ça continue. Hein? La recherche de matériel pour les élèves, on bâtit les cours, on communique avec les parents. Puis on parle de santé mentale, il faut parler de santé mentale des adultes aussi. Puis tu le mentionnais en introduction, beaucoup d'enseignants et d'enseignantes décrochent de la profession dans les 5 premières années. Puis une des raisons de ça, c'est la surcharge de travail. Donc je dis aux enseignants, enseignantes, orthopédagogues, même direction d'école qui nous écoutent, apprenez à mettre des limites. Vous allez encore mieux aider vos élèves comme ça. Et ça, c'est d'agir en professionnel. Donc, écoute-moi, je suis psychologue, je peux très bien. J'ai reçu, entre autres, des confidences de gens qui voulaient se suicider, toutes sortes de choses du genre. Si tu ne réussis pas comme travailleur social, psychologue, psychoéducateur à faire avoir une forme de coupure, tu ne résisteras pas dans le métier. Donc, c'est tout à fait vrai, mais ça relève la dimension professionnelle de l'enseignement qui peut-être, ou de l'enseignant, qui peut-être sera reconnu un jour davantage qu'elle l'est là. Oui, qui mériterait d'être mieux encadré, je suis d'accord. Allons-y avec tout ce qui touche le ministère, les finances, les orientations. Toi, c'est quoi ton conseil aux directions d'école? C'est un souhait aux directions d'école, suivi d'un conseil. Le souhait, c'est qu'au niveau du ministère, rendez l'année scolaire au niveau des moyens et des ressources prévisible. On en parlait tout à l'heure pour les élèves, mais c'est vrai pour les écoles aussi. Il n'est pas question en cours d'année scolaire de rebrasser, de recouper. Là, ça crée le chaos. La deuxième chose, écoutez, j'ai même géré des budgets au ministère. Moi, j'étais au ministère 4 ans dans les années 80, dossier des élèves en difficulté d'apprentissage et de comportement. Et quand je faisais mes budgets, qui n'étaient pas énormes, c'était peut-être un 30-40 000 pour donner de la formation dans tout le Québec, je les engageais tout de suite. Il n'est pas question que je garde mes budgets en disant, je suis rendu le 1er mars, là, il est rendu au 1er mars, souvent les coupures tombaient, donc il ramassait les budgets. Donc, j'ai toujours été un des premiers à engager mes sommes de manière à éviter de les perdre. Et si j'étais une direction d'école, ils sont les mieux placés que moi là-dessus. Mais quand on a des sommes disponibles, tutorat ou autre, engagez-les. Pour le dernier bloc, Égide, on parle de collaboration école-maison. Moi, ce que j'observe depuis des années, ça fait 20 ans que je suis en éducation, c'est des murs se construisent de plus en plus haut et de plus en plus épais entre l'école et la maison. Et ça, c'est toujours au détriment des élèves. C'est pas ça l'intention. C'est la peur, c'est la sécurité, des fois, c'est l'anxiété ou la crainte de se faire juger par l'école qui ne veut pas se faire juger par les parents. C'est les parents, des fois, qui sont super maladroits. Dans tous les cas, il faut graduellement, dans les prochaines années, enlever brique par brique de ce mur-là. Et une idée simple, c'est bien simple. Là. Vous allez voir, là, c'est simple. Ma femme Isabelle, enseignante, le fait presque à chaque année. Elle appelle ses élèves avant la rentrée.
c'est banal. Là. Ça prend 2 heures de son temps. Elle appelle chaque élève. La moitié, c'est des messages vocaux qu'elle laisse, mais ça fait un monde de différence pour les élèves. Les parents lui en reparlent des semaines. Hey, merci d'avoir appelé, c'est le fun. Ça crée un lien humain, ça crée une relation. C'est le début d'une relation forte qui s'installe comme ça, et c'est une des briques qu'on enlève quand on fait ça. Écoutez, moi, ça fait des années moi, que je travaille avec des gens dans la difficulté de comportement, et je dis à mes enseignants qui s'attendent à avoir certaines difficultés à certains jeunes à la rentrée, utilisez le modèle de dépôt et de retrait. Un dépôt, c'est de téléphoner à la maison puis de dire, écoutez, madame, Steve, dans la classe, j'ai donné un travail de mathématiques, puis il va vraiment bien. Le parent s'attendait qu'on téléphone déjà parce que ça brassait trop dans la classe. Non, non, madame, il va très, très bien. Là, vous venez de faire un dépôt. De temps en temps, vous téléphonerez peut-être pour quelque chose qui ressemble plus à un retrait, mais balancez votre compte de caisse, là. Et ça paraît très important parce que les jeunes, même s'ils ont des difficultés d'adaptation de comportement, font des choses tout à fait positives et correctes et on doit les souligner. Et là, vous venez de changer le ton de la relation école-famille, entre autres par rapport à cette situation-là. La majorité des parents, c'est des gens bien, des fois qui sont un peu maladroits, certainement très inquiets souvent. Et le parent, son rôle, c'est de communiquer toujours avec respect, simplement respecter le temps de l'enseignant aussi, de l'enseignante. Mais une conversation téléphonique, c'est tellement mieux que 3 textos, que 3 courriels. Et en même temps, le parent, son rôle, c'est d'aider son enfant à verbaliser ce qu'il vit, verbaliser ses émotions, d'avoir des conversations positives aussi avec son entourage, à l'école et avec l'enseignante. Ça, c'est le rôle du parent, hein? Ce qu'on peut transmettre à nos enfants dans communication positive et bienveillante, c'est pas juste à sens unique, c'est nos enfants aussi doivent développer ça et nous, on doit développer ça comme parents auprès de nos enfants, auprès du milieu scolaire. Et il est urgent, évidemment, dans la formation des enseignants, j'ai passé 25 ans dans une faculté d'éducation, d'avoir un contenu très concret sur comment travailler avec les parents, entre autres, comment travailler avec les parents de jeunes qui ont certaines difficultés. On va terminer là-dessus. Je pense qu'on va en reparler souvent cette année. On va se revoir plusieurs fois. Égide, merci d'avoir été là. Merci d'avoir lancé la saison avec moi. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode. Merci, Égide. À la prochaine. Notre entrevue de la semaine vous est présentée par WorkU, qui met en valeur celles et ceux qui s'engagent pour l'inclusion et la réussite des élèves ayant des troubles d'apprentissage. Découvrez WorkU sur nureka.co. Aujourd'hui, à Cette semaine à l'école, on reçoit un invité qu'on connaît pour sa créativité, son authenticité, sa capacité à toucher les gens depuis des années. Comédien, metteur en scène et animateur, Joël Legendre a plusieurs chapeaux, mais surtout une grande sensibilité humaine. On va découvrir ensemble quel ministre de l'Éducation il serait le temps d'une journée. Joël Legendre, merci d'être là. Ça fait plaisir, Carlo. Joël, je vois ta fébrilité d'être le ministre de l'Éducation d'un jour. À vrai dire, j'aurais aucune aptitude, mais oui, pour une journée, oui. Avant d'aller dans toutes tes grandes réformes, on va essayer de saisir un peu quel genre de personne que tu es. J'ai fait une courte intro qui te présente comme la personnalité publique qu'on te connaît, mais si toi, tu avais à te présenter en une phrase à des gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que je suis quelqu'un de très terre-à-terre. Donc, c'est la même chose dans mes relations, l'authenticité, la loyauté, le respect de l'autre. Pour moi, c'est extrêmement important. C'est des valeurs que j'ai reçues et que j'essaie de transmettre. Et c'était quoi ton lien avec l'éducation dans ton parcours, là? Ton souvenir, est-ce qu'il est positif, négatif, neutre? Il est très mitigé, à vrai dire, parce que quand j'étais dans la classe, ça allait très bien. J'étais un étudiant pour qui l'éducation classique convenait parfaitement. Okay. Pour moi, être assis pendant des heures, je n'avais aucun problème avec ça. Écouter un professeur, j'aimais ça, j'aimais le lien avec le professeur. Mais où est-ce que c'était très difficile pour moi, c'est aussitôt que je sortais de la classe. Donc, dans la cour de récréation, dans l'autobus, l'intimidation, Puis à l'époque, c'était pas géré, c'était une jungle. Donc, défends-toi, arrange-toi comme tu veux. Donc, autant que j'appréciais les heures à l'école, autant que quand la cloche sonnait, pour moi, soit pour la récréation ou la fin de l'école, pour moi, c'était un calvaire. L'image de la jungle est forte, hein, parce que c'est vrai que c'était beaucoup ça avant. Il y avait les parents qui avaient un laisser-aller qui était souvent très grand. Hey, arrange-toi, débrouille-toi. Le monde scolaire était beaucoup comme ça aussi. Garde, allez régler ça dans le cours d'école, quasiment. J'exagère un peu. C'était rough. Non, mais c'est vrai, c'était très, très rough. Quelles séquelles ça a laissé à Joël l'adulte? Bien, à vrai dire, il faut à un moment donné dans sa vie se dire « OK, je n'ai plus 7 ans. Là, j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui. » Mais encore aujourd'hui, des fois, si quelqu'un Mettons, je me promène dans la rue, si quelqu'un avec probablement une santé mentale
fragile, se met à crier après moi. Je me retrouve comme le petit gars de 7 ans. Je n'ai aucune défense, sauf si je suis en compagnie de mes enfants. Là, si j'ai mes enfants avec moi, là, je suis capable de défendre mes enfants, mais je ne suis pas capable de me défendre. Moi, je dis souvent, une année scolaire difficile, c'est long. Ah, c'est long, longtemps oui. pour l'enfant. C'est long, C'est c'est long vrai. pour les parents aussi qui ont C'est enduré vrai ça. que c'est Des fois, long. c'est long à l'école, mais là, un parcours scolaire complet, c'est comme une éternité, là. Oui, effectivement. Mais heureusement, c'est ça, ça allait bien en classe. Là, on va aller dans le crunchy. On va aller voir ce que le ministre de l'Éducation d'un jour, Joël Legendre, va faire pour changer les choses. Ma première question par rapport à ça. Monsieur le ministre, c'est quoi votre première décision quand vous rentrez au bureau à 8h30 le matin dans le bureau du ministre de l'Éducation? J'ajoute des matières humaines. À vrai dire, pour moi, ce qui m'a manqué à l'école et ce que je veux donner aux jeunes, c'est tout ce qui n'est pas académique. Donc, cours de yoga, dépendamment de ce qu'on aime, mais cours de méditation. Je veux qu'on ait des cours de conversation non violente. Je veux qu'on apprenne aux jeunes à s'introspecter, à savoir qui ils sont vraiment, la place qu'ils veulent occuper dans la société, c'est quoi leur rêve, c'est quoi leur ambition. Probablement parce que justement, j'ai vécu de la violence et je me dis, si tout le monde, au même rythme, au même diapason, prend un cours de yoga ou un cours de méditation, c'est sûr que ça ne peut pas nuire. Un cours de conversation non violente aussi, que quelqu'un vienne nous parler une fois par mois s'il faut. Rien, mais d'ouvrir les esprits à ça parce qu'il n'y a rien de spirituel qui est enseigné à l'école. Mais tout ce qui est intrinsèque à l'humain, ça, je trouve que ça manque vraiment à notre éducation. Mais si je ne me trompe pas, tu as des enfants qui sont au primaire ou qui ont passé à travers leur cheminement primaire. 2 au primaire, puis 1 qui est à l'université maintenant. OK. Est-ce que tu vois une différence entre ce qu'eux ont vécu en termes, je dirais, mettons, d'accompagnement et d'enseignement au niveau des compétences socio-émotionnelles, là, que, mettons, si je regroupe ce que tu as dit là-dedans, entre ce que toi, tu as vécu et ce qu'eux ont vécu, est-ce que tu sens pas qu'il y a eu quand même une volonté de mieux outiller nos jeunes par rapport à ça? Pas tant. Pas tant? Pas tant. Je trouve pas. Je peux pas dire là, que mes filles reviennent de l'école puis que je sens qu'elles ont appris quelque chose sur elles-mêmes. Mais comme premier ministre, pour vrai, j'essaierais de mettre ça vraiment concret puis que les enfants éduquent les parents quand ils arrivent à la maison. Que ce soit les enfants qui disent aux parents, non, là, maman, tu parles de façon agressive de papa, j'aimerais ça que tu parles autrement, parle au jeu. C'est des choses tellement faciles. Mais une chose que je veux dire, comme si j'avais été ministre de l'Éducation quand moi j'étais enfant, j'aurais proposé justement que dans les cours d'école, il n'y ait pas d'intimidation. Et ça, c'est une évolution exceptionnelle parce que mes 3 enfants, à l'école où ils vont, c'est tolérance 0. Et c'est respecté. Je l'ai vécu avec l'enfant qui a intimidé mon garçon. La journée d'après, les parents se rencontraient avec le professeur. Et si l'enfant ne s'excusait pas à mon enfant et s'il recommençait une autre fois, il était mis à la porte de l'école. Et je l'ai vécu et ça s'est super bien passé. Puis il y a une prise en charge. C'est une évolution extraordinaire. On le prend au sérieux. Est-ce que tu as d'autres réformes que tu veux mettre en place ou des changements particuliers que tu dis, bien ça, là, je pense que je le mettrais, par exemple, en secondaire 5, ça m'apparaît essentiel d'implanter tel cours ou telle approche? À vrai dire, tout ce qui est... Je pense qu'ils ont découvert qu'avec, en mettant sport-études, en mettant art-études, comment ça change de parcours. Ça, pour vrai, je l'accentuerais ça encore plus. Est-ce que, je ne sais pas, les sciences, est-ce que l'astronomie, est-ce que... Parce que là, c'est beaucoup sport-études, c'est beaucoup ça, là, puis danse-études, mettons. C'est ça qu'on voit, là, musique-études aussi. Mais moi, j'essaierais d'explorer d'autres facettes aussi parce que, pour vrai, souvent, l'isolement d'un enfant, c'est parce que, moi, j'étais très isolé à l'école parce que j'étais le seul de ma classe à triper sur le chant, la danse puis le théâtre. Ouais. Mais si j'avais eu ne serait-ce qu'un cours par semaine de théâtre, oh my God, sans avoir un programme complet, mettons, si tu tripes sur n'importe quoi, si tu tripes ces roches, ben un cours par semaine où est-ce que ça te sort puis tu peux aller être le fun. Ce que je comprends aussi, puis tu l'as mentionné dans ton cheminement à toi, tu sais, être sur son X,
trouver son X, des fois, là, les enfants, on dirait qu'ils ont 5 ans et quart, puis ils savent déjà c'est quoi leur X à peu près. Puis il y en a d'autres que c'est à 25 ans et quart qu'ils le trouvent. Tout à fait. C'est pas toujours simple. Puis les parents n'ont pas toujours tous les outils financiers autres pour aider leur enfant à trouver leur X. Puis ce que j'entends, c'est cette capacité à rencontrer des activités variées dans tous les spectres, pas juste sportifs, pour aider les jeunes à trouver leur zone de passion et leur X. Là. Exactement. C'est exactement ça. Puis si, mettons, à 5 ans, quand l'enfant arrive à la maternelle, il éclaire son X, bien, donnons-lui tout de suite son anane. Parce que c'est sûr que si son X, c'est pas les mathématiques, c'est pas les sciences, c'est pas chimie, c'est pas la physique, tabarnouche que ça va être long puis ça va être plate. On va conclure ta journée de ministre avec ta compréhension des jeunes d'aujourd'hui, puis c'est quoi que tu veux leur laisser comme message? Fait que j'ai goût de te demander, les jeunes d'aujourd'hui, là, tu sais, les jeunes qui ont 5, 10, 15 ans, 20 ans aujourd'hui, là, c'est quoi les grandes forces que tu leur donnes par rapport à ce que tu observes? C'est drôle parce que je viens de terminer de faire Star Academy, donc j'ai fait, le type, c'est tous des jeunes entre 16 et 25 ans peut-être. Et donc, je faisais la mise en scène de toutes les variétés. Fait que j'ai travaillé avec 14 jeunes. Et aujourd'hui, comparativement à moi quand j'étais jeune, les jeunes n'ont aucune compétition par rapport aux autres. On dirait qu'ils savent tous que s'ils veulent, du jour au lendemain, ils peuvent se partir leur propre petite PME. Ils n'ont pas besoin d'attendre d'avoir un boss. Ils sont tous leur propre boss. Ils ont confiance en eux beaucoup plus que moi, à l'époque, j'avais confiance en moi. C'est des gens aussi qui, je les trouve, au niveau spirituel, beaucoup plus élevés que ce qu'on était nous. Donc, on peut leur parler de toutes sortes de choses, sont curieux, sont ouverts. La technologie leur donne une capacité en anglais, c'est empowerment, mais empouvoirment individuel. T'sais, ils savent qu'avec talent et effort, ils peuvent se partir une chaîne YouTube ou une entreprise en ligne ou un site web qui leur permet justement de rejoindre le monde et faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus besoin du patron qui les embauche. Ça, c'est extraordinaire parce que tu es maître de toi et tu vas travailler sur toi pour être la meilleure personne possible. C'est beau pour vrai. Moi, je n'ai que des compliments à faire à notre jeunesse. Et là, dans ta première et dernière journée comme ministre de l'Éducation, à la fin de la journée, tu es allé dans une classe, te saluer, te serrer des mains, te serrer la main du prof, la main de la direction, les élèves étaient tous bien habillés. Tu les as laissés partir, les lumières se sont éteintes, puis tu t'es dit « Hey, je vais leur laisser un petit mot au tableau, une phrase pour quand ils vont revenir demain matin, pour dire j'ai goût de leur laisser ce petit message-là. » C'est quoi la phrase que tu leur laisses? Je suis fier de vous. Joël Legendre, ministre de l'Éducation d'un jour. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine à l'école. Merci à mon co-animateur Régide Royer et à notre ministre du jour. Si vous avez aimé l'épisode, j'ai une seule faveur à vous demander, abonnez-vous. Si vous êtes en audio, abonnez-vous à la chaîne audio, peu importe où vous écoutez vos balados, ou abonnez-vous sur YouTube pour recevoir tous les épisodes le mercredi matin en priorité. Puis surtout, n'oubliez pas, l'éducation, c'est l'affaire de tout le monde. Allez, on se revoit la semaine prochaine.